Représentants de la diplomatie tunisienne, algérienne et égyptienne, tous à Tunis. Une forte mobilisation du corps diplomatique pour une seule cause, la crise libyenne et les moyens qui pourraient aboutir à une solution consensuelle entre les parties en conflit. Depuis la chute du régime de Mohamed Kadhafi, le pays est plongé dans une situation politique, sécuritaire et économique chaotique. Tunis, Alger et Le Caire se fixent pour objectif principal de tenter de rassembler les dirigeants libyens rivaux autour d'une même table. La Libye est divisée entre deux autorités politiques qui se disputent le pouvoir. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, basé à Tripoli, est reconnu par la communauté internationale et un gouvernement contrôlant l'Est libyen basé à Al-Baïda qui soutient le maréchal Khalifa Haftar. Les deux dirigeants devraient se rencontrer mardi au Caire à l'initiative de l'Égypte pour modifier l'accord interlibyen signé au Maroc en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU et au terme duquel le gouvernement d'union nationale a été créé. Mais selon Sarraj, la rencontre n'aura pas lieu. Sans justification ou raison apparente, le maréchal Khalifa Haftar aurait refusé de le voir. La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte sont préoccupés par l'insécurité à leurs frontières avec la Libye, devenue un pays de transit à la fois pour des groupes djihadistes, pour des trafiquants d'armes et pour de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Europe. Déjà au moins 200 morts au Kasaï, localité au centre de la République démocratique du Congo. Et les prochains jours n'augurent rien de bon. Les autorités du pays, vertement critiquées dans la gestion de la crise, s'engagent à prendre le taureau par les cornes. L'État envisage des solutions politiques, coutumières et humanitaires sur terrain et militaires si les armes ne sont pas rendues de manière pacifique en vue d'une paix durable dans cette partie du territoire national. Parti du Kasaï central en septembre 2016, les violences entre les forces de l'ordre et la milice du Kamwina Nsapu, chef coutumier tué le mois précédent dans une opération militaire après s'être révolté contre le pouvoir de Kinshasa, ont progressivement gagné le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Depuis, la tension s'est accrue, les populations toujours sur pied de guerre. Quant au cas de Némoana Seni, à ce jour retranché dans sa résidence de ma campagne, dans la commune de Ngaliema, les forces de l'ordre lui donnent encore la chance de se rendre. Une sortie qui, loin d'apaiser, laisse plutôt perplexe. Les populations vent debout réclament toujours le corps du Kamwina Nsapu. Robert Mugabe, le très controversé président du Zimbabwe, a une nouvelle fois écarté ce dimanche, à quelques jours de ses 93 ans, l'idée d'un départ à la retraite en arguant qu'il ne disposait pour l'heure d'aucun successeur acceptable. Seul mon parti peut me demander de me retirer lors d'un congrès ou lors d'un comité central. Dans ce cas-là, je partirai, a déclaré Mugabe dans un entretien à la radio publique qui doit être diffusé à l'occasion de son anniversaire ce mardi. Il dirige d'une main de fer le Zimbabwe depuis qu'il a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1980. Sous son règne, le Zimbabwe s'est terriblement appauvri et traverse aujourd'hui une profonde crise économique qui suscite la grogne croissante de sa population aussitôt réprimée. Son parti, la ZANU-PF, l'a déjà désigné pour briguer un nouveau mandat lors du scrutin présidentiel de 2018. La majorité des gens pensent qu'il n'y a personne pour me remplacer, aucun successeur possible qui leur serait acceptable, aussi acceptable que je le suis, a estimé le chef de l'État. Son épouse, Grace Mugabe, avait livré le même constat en expliquant que son époux serait réélu, même mort. Âgée de 51 ans, Grace Mugabe, qui dirige depuis 2 ans la Ligue des femmes de la ZANU-PF, fait partie des favoris à la succession de son mari avec l'actuel vice-président Emerson Mnangagwa. Lors de son entretien, Mugabe a également balayé les questions sur son état de santé, la santé du plus vieux chef d'État en exercice de la planète et ses fréquentes visites à Singapour ou Dubaï alimentent de nombreuses rumeurs.
Les services ougandais de protection de la faune sauvage ont procédé dans la banlieue de Kampala à la saisie de plus d'1 tonne d'ivoire découpée en morceaux et enduit d'un produit chimique visant à empêcher sa détection par les chiens des services des douanes. Au cours de cette opération, 2 Bissau-Guinéens et 1 Libérien ont été arrêtés. Ils feraient partie d'un réseau de trafiquants impliquant des agents des douanes ou des employés de sociétés spécialisées dans les sports. L'ivoire saisi aurait été introduit en Ouganda depuis la Tanzanie ou la République démocratique du Congo pour être transféré via l'aéroport international d'Entebbe vers une destination inconnue. Pour la première fois, le gouvernement sud-soudanais a déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays. Une situation causée par la guerre qui ravage le pays depuis plus de 3 ans et que les agences humanitaires déplorent. Se basant sur l'échelle IPC, le standard le plus utilisé pour classifier la sécurité alimentaire, le président du Bureau national des statistiques a déclaré que plusieurs zones de la région d'unité sont désormais classifiées comme étant en famine ou courant le risque d'être en famine. Les facteurs sous-jacents sont là depuis un certain temps et nous savons tous que nous vivons une grave crise d'insécurité alimentaire aujourd'hui, en grande partie à cause de l'insécurité, mais c'est également à cause des attaques contre les travailleurs humanitaires et aussi du pillage des réserves humanitaires. Les effets à long terme du conflit, couplés au prix élevé de la nourriture, à la crise économique, à une production agricole réduite et à un accès réduit aux moyens de subsistance, contribuent tous à la détérioration de la situation de la sécurité alimentaire. 3 organisations des Nations Unies, à savoir le Fonds pour l'enfance UNICEF, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation FAO et le Programme alimentaire mondial PAM, ont indiqué ce lundi que 100 000 Sud-Soudanais de la région d'unité souffraient de famine, le niveau le plus élevé de l'échelle IPC. L'ONG Amnesty International a publié ce mardi son rapport annuel sur les abus contre les droits de l'homme. Dans ce rapport, plusieurs pays africains sont pointés pour la répression de mouvements d'opposition et de manifestations pacifiques. Comme on l'a vu cette année, des images emblématiques des manifestations Oromo en Éthiopie, au mouvement Vis-Flag au Zimbabwe, en passant par la révolte estudiantine en Afrique du Sud et les manifestations pour la démocratie en Gambie, des mouvements de protestation de masse, souvent organisés via les réseaux sociaux, ont eu lieu sur tout le continent. Les gens sont descendus dans la rue malgré les interdictions illégales et les répressions brutales pour demander des changements, y compris en termes de droits fondamentaux. Au Soudan du Sud, malgré la signature d'un accord de paix, les combats ont continué et ont même empiré dans la zone équatoriale du pays. Le Conseil spécial des Nations Unies sur les questions de génocide et la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan du Sud ont alerté le monde pour dire que tout était prêt pour un génocide. Selon l'ONG qui passe en revue la situation des droits de l'homme dans 159 pays, les responsables politiques ont multiplié les discours haineux et favorisé le repli identitaire. L'an dernier, 23 pays ont été impliqués dans des crimes de guerre. En Côte d'Ivoire, le procès du meurtre de 4 hommes, dont 2 Français, enlevés en 2011 à l'hôtel Novotel d'Abidjan, au plus fort de la crise post-électorale, s'est ouvert ce mardi à Abidjan. Et ceci en présence des 10 accusés, pour la plupart des militaires ivoiriens. Tous les accusés sont présents, tous ont un avocat, a déclaré le président de la Cour, le juge Mourlaï Sissoko, en ouvrant le procès. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Doboblé, qui commandait à l'époque la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Initialement prévu fin novembre, l'ouverture de leur procès avait été finalement repoussée au dernier moment, au 31 janvier. La Cour a intérêt à veiller à ce que cette audience-là se tienne
de façon juste et impartiale, sans tenir compte du calendrier de quelques personnes. Nous respectons la mémoire des victimes, mais nous devons aussi respecter les personnes qui sont en prison, qui sont présumées être innocentes et qui peuvent, à l'issue de ce procès, être déclarées innocentes. Elles seraient restées en prison pendant au moins 5 années. Pour les parties civiles, ce procès doit révéler s'il y a eu des commanditaires, où se trouvent les corps et pourquoi les 4 victimes ont été arrêtées et tuées. Aujourd'hui, les parties ont soulevé les exceptions. Donc nous sommes sur des débats de forme. Nous n'avons pas encore abordé le fond. Nous sommes sur des débats de forme. Ce procès va tenter de lever les zones d'ombre planant sur cette affaire survenue au plus fort de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Le silence de la part des plus hautes autorités nigérianes inquiète et continue d'alimenter la polémique sur l'état de santé du président Muhammadu Buhari. De Kano en passant par Kaduna ou Daura, ville qu'il a vu naître, les autres États également, du sud à l'est, du nord à l'ouest, la même question sur toutes les lèvres. Qu'en est-il exactement de l'état de santé du président Muhammadu Buhari? Beaucoup se demandent pourquoi la chaîne publique nigériane n'est-elle pas autorisée à se rendre dans la capitale britannique pour ne serait-ce montrer au peuple l'image du président dans la plus grande symbiose. La toute dernière nouvelle provenant du personnel médical s'occupant du chef de l'État nigérian demandant au président de prolonger son séjour médical, voire si possible s'éloigner de la gestion des affaires de l'État. Pour un temps. Que se passera-t-il? La question reste en suspense. L'avenir nous édifiera est la nouvelle qui vient de tomber. Au même moment, les collaborateurs du chef de l'État nigérian annoncent que le président Buhari se porte bien et s'adressera au peuple sous peu. La session Bénin d'Amnesty International, à l'instar de sa structure faîtière, a rendu public le rapport annuel de l'ONG. Le Bénin s'est certes montré au cours de l'année un État modèle, mais non sans faire piètre figure sur bien des questions de droits humains. Ça fait pratiquement 12 ans que les mêmes faits de restriction de liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'association, liberté de manifestation, liberté de réunion sont reprochés continuellement au Bénin. Et pourtant, nous sommes dans un État de droit. Et justement, ceux qu'hier nous avons défendus pour leur liberté, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on veut continuer à empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire? Les scellés qui sont distribués à tout va sur les organes de presse. Et le cas de l'université d'Abomey-Calavi et par rapport aux associations, c'est préoccupant. Pour le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin, les nouveaux dirigeants peuvent encore remonter la pente. Nous lançons quelques appels qui sont pressants en direction du gouvernement par rapport au Bénin, de cesser sans délai toute initiative restrictive des libertés publiques, lever l'interdiction des activités des associations étudiantines et des sanctions et autres actes d'acharnement, de rouvrir les organes de presse et de médias qui ont été fermés, et si cela devrait être nécessairement le cas, d'adopter la voie judiciaire, de commuer sans délai la peine des 14 condamnés, de créer un environnement légal plus protecteur des défenseurs des droits humains. Le cas du Bénin par rapport aux réalités d'abus sur le continent africain ne serait qu'une goutte d'eau dans la mer. Plusieurs pays, dont entre autres l'Éthiopie, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, la RDC, l'Afrique du Sud, sont pointés du doigt pour la répression de mouvements d'opposition et de manifestations pacifiques.